les amis, bienvenue sur ma chaîne où je raconte des histoires de meurtres et mystères. Pour les nouveaux bienvenus, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis pour vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors si tu passes par là et que mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à venir me suivre sur Instagram. Et pour les anciens, ouais, y'a Nos, y'a ma baby, thank you, merci de faire partie de l'aventure meurtre et mystère. Alors petit disclaimer avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ce contenu s'adresse à un public averti, ce contenu est déconseillé au moins de 12 ans. Alors aujourd'hui, nous allons encore une fois parler d'un ado tueur. Oui, enfin, on commence à les collectionner sur la chaîne, I know. Mais il y en a tellement, mais c'est une dinguerie. Enfin, il y a autant d'ados tueurs que d'adultes tueurs. Enfin, limite, c'est ce que je commence à me dire. Bref, nous allons donc parler de Isabella Guzman et du violent meurtre de sa mère. Alors, qui est Isabella Guzman? Isabella Ñun Guzman est née le 1er juin 1995 et elle est la fille de Ñun Oy et Robert Guzman. Alors, les parents d'Isabella ont divorcé quand elle était encore très petite, donc bon, elle n'a pas connu, enfin très longtemps, ses parents ensemble, mais ils ont refait chacun leur vie de leur côté, et du coup, la vie de la personne qui nous intéresse ici, c'est la vie de sa mère. Donc sa mère s'est remariée, et elle a épousé Ryan Oy. Je sais pas comment le dire autrement, je sais pas si c'est Oy, je le dis Oy. Voilà. Alors pour cette histoire, il est important de noter que les parents de Isabella étaient des fervents, mais quand je dis fervents, témoins de Jéhovah. Gardez ça en tête. Donc Yoon refait sa vie et au début, avec son ex-mari, ils se partageaient la garde de leur fille jusqu'à ce que Isabella n'ait 7 ans. Du coup, à cet âge-là, sa mère, en fait, ne va plus pouvoir supporter, en fait, les crises de l'enfant, du coup, parce que Isabella avait de gros problèmes du comportement et pour sa mère, en fait, elle avait besoin d'une éducation stricte, paternelle, ou, enfin, je sais pas trop ce qu'elle se disait, mais en tout cas, moi, j'ai vu ça comme ça. Mais en fait, c'est bizarre parce que elle aussi, elle a un homme à la maison, donc, bon, bref. Mais en tout cas, elle va décider que sa fille ira vivre avec son père définitivement. Isabella va donc vivre chez son père définitivement jusqu'à ses 14 ans, du coup âge où elle ne supportait plus sa belle-mère, la nouvelle femme de son père, donc elle va revenir vivre chez sa mère, et en même temps c'est à cet âge-là en fait que un géant fossé va se créer entre Isabella et ses parents, parce que Isabella va décider à cet âge-là de définitivement quitter l'église des témoins de Jéhovah. Et je ne sais pas si vous le saviez, c'est un big deal. Dans la religion, c'est quelque chose vraiment de très important. Genre, je sais pas si vous avez déjà vu, il y a plein de témoignages sur YouTube, par exemple, d'enfants qui ont quitté les témoins de Jéhovah et à qui leurs parents ne parlent même plus aujourd'hui. C'est une dinguerie. Donc, elle va décider de quitter les témoins de Jéhovah définitivement à l'âge de 14 ans. Donc les années qui vont suivre, Isabella va vivre avec sa mère et son beau-père, du coup, et l'ambiance était bof, vraiment, parce que Isabella manquait énormément de respect à sa mère, elle avait ses mêmes un problème de comportement, et avec l'adolescence qui s'est rajoutée, alors là c'était la catastrophe. Mais en tout cas, elle n'avait pas le choix, elle supportait sa mère et sa mère la supportait du coup, et Isabella continuait l'école jusqu'à ce qu'elle n'entre au lycée. Une fois au lycée, elle va décider en fait qu'elle en savait déjà trop en fait elle avait trop de connaissances, là c'est bon, elle en a eu assez dans sa vie. Elle va décider d'arrêter l'école. Au même moment, elle a commencé du coup à fumer un peu de weed, du shit en quelque sorte. Et du coup, pour pouvoir se procurer en fait son herbe pour qu'elle puisse le fumer, elle s'est mise à se prostituer. On atterrit donc en août 2013. Ce mois-là, la relation entre Isabella et sa mère va vraiment mais totalement se dégrader parce que Isabella était de plus en plus irrespectueuse et de plus en plus menaçante envers sa mère, et d'autre part ses proches vont noter en fait au même moment que en fait la jeune fille elle sombrait de plus en plus, elle allait vraiment mais vraiment mal, qu'elle était vraiment dépressive, mais à aucun moment personne s'est dit serait temps d'aller voir un médecin ou quelque chose. Non, personne s'est dit ça, tout le monde s'est dit bon, ok, tant qu'elle respire encore, ça va.
Je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, je me dis dans ma tête que c'est ce qu'ils ont dû se dire. Tant qu'elle respire encore, voilà, c'est pas grave. Donc avec son mal-être et son état psychologique qui était pas bon du tout en fait, Isabella était de plus en plus en colère envers sa mère. Donc vous vous rappelez, elle était de plus en plus irrespectueuse, menaçante envers sa mère. On arrive donc le 27 août 2013, ce jour-là, Isabella et sa mère vont se disputer, enfin c'était une dispute assez, voilà, c'était pas une petite dispute, donc elles vont se disputer sérieusement, et au cours de la dispute, Isabella va aller jusqu'à cracher au visage de sa mère. Donc après la dispute, elle est vexée, sa mère est vexée, chacun repart dans son coin, enfin personne ne se parle jusqu'au lendemain. Le lendemain, du coup, Isabella va envoyer un mail à une certaine Cecilia, sauf que c'est sa mère qui va recevoir le mail, et le mail était vraiment, mais vraiment menaçant. Par exemple, il y avait écrit dans le mail « Tu vas payer ». Et quand sa mère a reçu le mail, elle était choquée déjà. Ensuite, elle a pris peur, elle ne se sentait pas en sécurité. Mais en même temps, elle ne se disait pas que, bon, sa fille pouvait lui faire quelque chose, quoi. Mais en même temps, enfin, elle s'inquiétait. Donc, elle va montrer le mail à son mari. Tout d'abord, ensuite, elle a contacté la police et elle a contacté le père de Isabella pour que, en fait, il puisse lui parler, pour lui faire la morale en quelque sorte, pour qu'elle se calme, du coup. Donc les policiers vont essayer de raisonner la jeune fille et ils vont aller jusqu'à lui dire que bah si elle ne sait pas faire, elle a déjà 18 ans, sa mère peut aller en fait jusqu'à en fait la mettre à la porte légalement, du coup. Donc enfin j'ai pas compris pourquoi vous lui dites ça alors qu'il y a déjà un contexte de conflit entre sa mère et elle. Franchement, c'était très gauche de leur part. Non. Ils auraient pas dû dire ça. Mais en tout cas, d'après les témoins, du coup, c'est-à-dire le père de Isabella, son beau-père, voilà, les policiers, Isabella n'a pas réagi, en fait. Elle ne va pas réagir ni au speech des policiers, encore moins au speech que son père va lui faire. Donc les policiers et son père finissent de lui faire la morale et eux, ils repartent tranquillement. Donc après leur départ, sa mère, elle retourne au boulot. Elle était photographe, du coup. Et elle retourne au boulot. Isabella était seule à la maison avec son beau-père, mais elle ne va pas le calculer. Enfin, comme d'habitude, quoi, elle ne va pas le calculer, enfin, du tout de la journée. Elle va juste faire ses trucs dans son coin et puis, voilà, elle ne va pas du tout le calculer. Donc le soir arrive et Yoon rentre du boulot aux alentours de 21h30 et peu de temps après son retour du boulot, elle dit à son mari qu'elle va monter prendre une douche dans la salle de bain, quoi, ce qu'elle fait du coup. Sauf que peu de temps après que Yoon ait pénétré la salle de bain, son mari va commencer à entendre des cris venant de la salle de bain, du coup, et enfin il comprenait pas ce qui se passait, donc il va monter du coup pour aller vérifier ce qui se passait, et c'est en montant qu'il va voir que Isabella était en train de fermer la porte de la salle de bain violemment. Donc là, il va essayer d'ouvrir la porte de la salle de bain. En même temps, Yoon continuait à crier du coup. Mais en fait, lui, il n'arrivait pas à ouvrir la porte de la salle de bain. Et sa femme continuait à crier. Enfin, c'était un beau bazar. Et il pensait en fait avoir la situation en main jusqu'au moment où il va voir en fait du sang qui coulait sous la porte de la salle de bain, donc qui coulait vers l'extérieur. C'est là qu'il s'est dit, il y a un problème, faut que j'appelle les secours. Donc là, il appelle les secours. Il était au téléphone avec les secours. Pendant ce temps, sa femme continuait à crier, jusqu'à un moment où il va l'entendre dire un dernier mot, qui était tout simplement Jéhovah, et un silence va suivre. Après ça, Isabella va ouvrir la porte de la salle de bain. Elle va sortir du coup avec un couteau qui était en sang du coup dans sa main. Et son beau-père va raconter du coup que quand il l'a vue sortir de la salle de bain, c'était pas comme si elle était elle-même en fait. Elle avait le regard vide. Enfin, c'est comme si elle était complètement, mais vraiment ailleurs. Donc elle est sortie de la salle de bain avec l'arme du crime. Son beau-père court dans la salle de bain pour porter secours à sa femme et en même temps il était au téléphone avec les secours. Ils lui disent essayer de la réanimer, etc. Mais en fait elle était morte depuis longtemps. Sauf que pendant que son beau-père faisait tout ça, Isabella, elle a pris la fuite. Elle est sortie de la maison. Du coup, elle est partie. Donc les secours sont arrivés. Isabella n'était pas là. Donc une chasse à l'homme va débuter, tout simplement. Et ils vont placaver sa photo partout dans les médias, mais partout. Enfin,
partout et ils vont la qualifier de armée et dangereuse. Ils vont néanmoins l'arrêter dès le lendemain soir et quand ils vont l'arrêter, elle va leur raconter qu'elle s'appelait Samantha Gonzalez, qu'elle avait 15 ans et qu'elle avait fui de chez elle pour aller rejoindre son petit ami du coup. Et franchement, avant de faire cette vidéo, dites-vous que je me suis tapé toutes les heures qu'ont duré son interrogatoire. Toutes les heures qu'ont duré son interrogatoire. C'est une dinguerie. Genre, j'ai regardé du début jusqu'à la fin et franchement, les policiers, ils m'ont énervé. Je m'explique. Ce qui m'a énervé du coup dans cet interrogatoire, c'est que les policiers, leur manière en fait de diriger l'interrogatoire, c'était vraiment n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Vraiment, c'était une dinguerie. Enfin, j'ai pas compris. C'est comme s'ils étaient soit inexpérimentés, soit, je sais pas, soit ils étaient trop dans l'émotion ou quelque chose du genre. J'ai pas compris, en tout cas, mais en fait, c'était pas du tout professionnel ce qu'ils ont fait. Pendant l'interrogatoire, ils arrêtaient pas de donner leur avis. Du coup, ils arrêtaient pas de lui faire des attaques personnelles. Enfin, like, no, you don't do that. No, you don't do that. Donc bref, pendant l'interrogatoire, ils vont essayer en fait de lui faire avouer le crime, sauf que elle ne va pas avouer une seule fois. Elle était en fait sur sa ligne de défense, elle n'était pas Isabella Guzman, elle était Samantha Gonzalez. Elle avait 15 ans et elle s'est échappée de chez elle pour aller rejoindre son petit ami. Les policiers vont lui demander, mais en fait, tu as des coupures du coup sur le bras, des coupures parce que tu as utilisé un couteau pour tuer ta mère, nanana. Et elle va leur répondre que, en fait, sa vraie mère à elle, du coup, la bat et la blesse avec des ciseaux. Du coup, c'est pour ça en fait qu'elle s'est enfuie, qu'elle ne connaît pas Isabella, que Isabella lui ressemble, mais qu'elle ne connaît pas du tout Isabella. Ils vont même aller jusqu'à faire rentrer son père dans la salle d'interrogatoire et elle ne va pas reconnaître son père du tout. Enfin, quand tu te dis, au bout de 10 minutes, c'est peut-être de la comédie ce qu'elle est en train de faire. Au bout de 20 minutes, au bout de 30 minutes, mais au bout d'une heure, au bout de 2 heures, et qu'elle est encore dans son truc et que il n'y a pas en fait tout ce qu'elle te dit c'est logique, tu te dis peut-être que il y a un problème parce que si elle était elle-même à ce moment-là, je pense qu'elle aurait demandé un avocat, ce qu'elle n'a pas fait à aucun moment et elle n'arrêtait pas de leur demander mais testez mon ADN, vous verrez que je ne suis pas Isabella, je suis Samantha. Et les policiers ils ont continué à l'attaquer personnellement. Enfin, c'était l'interrogatoire, enfin moi j'ai pas supporté en fait l'interrogatoire quand je regardais ça, je me suis dit mais c'est quoi ces policiers en fait, ils viennent d'où ceux-là? Du coup comme je disais, en fait eux de leur côté ils étaient carrés dans leur tête, elle mentait, donc ils arrêtaient pas de la traiter de menteuse, qu'elle essayait en fait, qu'elle inventait tout ce tralalala pour essayer en fait de s'en sortir. Enfin ils ont pas pensé une seule seconde que cette personne pouvait souffrir en fait de troubles psychiatriques. Franchement, l'interrogatoire était limite, c'était borderline pour moi. Ils arrêtaient pas de la traiter de menteuse, de donner leur avis personnel, enfin c'était n'importe quoi. En plus, leur manière de conduire l'interrogatoire, en fait, leurs phrases, c'était pas des phrases en mode on est sûr de ce qu'on dit. Ils faisaient des phrases en mode on va peut-être prouver que, enfin, soyez sûr en fait, vous avez des preuves. Enfin, je vous jure, c'était n'importe quoi cet interrogatoire. Donc après son arrestation, Samantha a été emmenée à l'hôpital du coup pour traiter ses blessures qu'elle avait au bras, et par la suite elle a été inculpée de meurtre au premier degré et elle a été tout de suite mise en maison d'arrêt du coup. Et le 5 septembre 2013 elle a été emmenée devant le juge pour plaider et apparemment il a fallu la traîner vraiment pour la sortir de sa cellule. Et une fois en fait devant le juge, elle n'a pas arrêté de faire des grimaces pendant toute l'audience, des trucs. En fait, limite, fallait pas être Einstein pour comprendre que cette personne n'est pas stable psychologiquement ou psychiatriquement. Enfin, cette personne n'est pas bien de la tête. Donc une fois devant le juge, son avocat a plaidé du coup non coupable pour raison de problèmes mentaux, car au moment où elle a tué sa mère, en fait, elle ne savait pas qu'elle était en train de tuer sa mère. Elle pensait qu'elle était en train de tuer une certaine Cecilia dans le but de sauver le monde. Parce que en fait, entre son interrogatoire et l'audience qu'il y a eu, elle a vu des psychologues, des psychiatres, et elle a été diagnostiquée comme étant
schizophrène. Ce que le procureur a fait, que j'ai trouvé en fait que c'était bien, c'est que lui aussi il va aller dans ce sens-là. Il a compris que en fait cette jeune fille, elle n'était pas bien psychologiquement, enfin dans sa tête, elle n'était pas bien du tout. Et il va conclure son plaidoyer par ce paragraphe que j'ai trouvé vraiment génial. Je vous le lis. Le procureur a dit, je cite, « Nous punissons les gens qui décident de faire du mal alors qu'ils savaient que c'était mal et qu'ils auraient pu agir différemment. Et dans ce cas particulier, je suis convaincue que cette jeune femme ne savait pas distinguer le bien du mal et qu'elle n'aurait pas pu agir différemment de ce qu'elle a fait, étant donné la schizophrénie et les délires paranoïaques, les hallucinations audibles et visuelles qu'elle traversait. » Franchement, pour moi, rien ne résume en fait mieux la situation. Donc avec tout ça, le juge va accepter le plaidoyer de non coupable pour raison de problèmes mentaux, du coup, mais il ne va pas laisser Isabella repartir en mode vas-y tu es libre, en mode vas-y tu peux aller trucider tous les gens que tu veux. Non. Il va l'obliger, il va l'enfermer dans un centre psychiatrique. Donc elle est enfermée dans ce centre psychiatrique depuis 2013. Et le truc c'est que si vous tapez en fait Isabella Guzman sur TikTok, vous allez voir plein de trucs sur elle en mode oh my god, elle est géniale, oh she is sweet but a psycho, enfin c'est n'importe quoi. Parce que en fait les gens ils ont trouvé cool son comportement du coup à son audience devant le juge. Enfin vous vous rappelez son comportement complètement bizarre qui explique que elle est complètement pas bien dans sa tête. Bah, les gens ils ont trouvé ça en mode, et en fait il y a des challenges même de personnes qui essayent de reproduire ce qu'elle faisait. Enfin cette génération me fatigue vraiment, c'est une génération. Donc avec ça les gens ils vont lui créer une fanbase. Et du coup, elle va en profiter et en novembre 2020, elle va décider en fait de faire la demande auprès des tribunaux en fait pour être libérée totalement, parce que selon elle, ça fait 7 ans qu'elle est dans ce centre psychiatrique. Elle n'est plus un danger pour elle, encore moins pour les autres. Quand elle sera dehors, elle va continuer à suivre son traitement, etc., etc. Mais pour le moment, en juin 2021, ils lui ont accordé uniquement des sorties supervisées pour aller en thérapie en dehors du centre. Et jusqu'à ce jour, elle attend toujours une décision en fait par rapport à sa libération. Du coup, on verra bien ce que le système judiciaire va décider. Mais franchement, je trouve que c'est une histoire vraiment de dingue. Je ne sais pas si... Je sais pas en fait, parce que je me dis que si quelqu'un avait pris ses responsabilités autour de cette jeune fille et s'était dit elle ne va pas bien, faut qu'on l'emmène voir un médecin, est-ce que elle en serait arrivée à tuer sa mère? En fait, je me pose la question. Je me pose vraiment la question. Est-ce que j'ai appris que 2 ou 3 ans avant du coup le meurtre de sa mère, il l'avait déjà emmené voir un psychologue ou quelque chose du genre, et apparemment la personne avait trouvé qu'elle était bien, tout allait bien dans sa vie, elle est fine, like everything is good. Donc je sais pas si c'est pas sur ça que les adultes autour d'elle se sont basés du coup pour se dire bon c'est juste une ado en fait qui en fait à sa tête. Je sais pas en fait si on aurait pu l'aider à temps et si on aurait pu éviter ce drame. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, elle a poignardé sa mère plus de 79 fois au niveau du cou, du torse, enfin voilà, partout. C'était voilà. Du coup, franchement, je me dis que faut vraiment qu'on soit vraiment tous, chacun à notre niveau, attentif en fait au changement de comportement ou d'humeur ou de voilà, je sais pas trop, des gens autour de nous, surtout de nos proches, parce que en fait, on ne sait jamais en fait. On ne sait jamais. Et surtout, elle aurait pu ne pas être schizophrène. Et en fait, son beau-père, c'est lui qui a du coup constaté qu'elle était dépressive et qu'elle sombrait du coup. Mais il ne s'est pas dit à aucun moment, je vais l'emmener voir un médecin, je vais en discuter avec sa mère pour qu'on l'emmène voir un médecin. Enfin, je sais pas. C'est ça, en fait, ça vient de lui, ce témoignage-là, qu'elle était de plus en plus mal dans sa peau et que ça n'allait pas du tout. Mais du coup, je me dis que, en fait,
elle n'aurait pas été schizophrène et que ça aurait été que la dépression, bah, à ce stade-là, on l'aurait laissé en fait aller jusqu'au stade de se donner la mort. Moi, je vois que ça, parce que toi, en tant qu'adulte, tu vois en fait clairement que cette jeune fille ne va pas bien, qu'elle est dépressive et qu'elle sombre. Enfin, au fil du temps, chaque jour elle sombre, mais tu ne te dis pas que bon, faut qu'on fasse quelque chose, faut que j'agisse, faut que non, enfin, tu vivais ta vie en mode tout allait. Je ne dis pas que c'était de sa faute, mais je me dis que ce qui s'est passé en fait, elle n'aurait pas été schizophrène et qu'elle aurait été juste dépressive, il l'aurait laissé dans sa dépression et on ne sait pas où cette dépression l'aurait conduit. C'est ce que je veux dire en fait dans cette histoire. C'est juste le fait que des adultes ont vu qu'elle allait mal, même si c'était pas le bon diagnostic. Des adultes ont vu qu'elle allait mal, mais ils ont quand même fait le choix de fermer les yeux et de se dire que bon, peut-être qu'ils se sont dit elle est trop mal polie, je m'en fous, enfin. Franchement, je n'arriverai jamais à comprendre. Je sais pas. Je sais pas. Et je sais pas si sa mère n'a rien vu. Enfin, peut-être que sa mère n'a rien vu parce qu'elles étaient toutes les deux tout le temps en conflit. Donc peut-être. Mais son beau-père qui l'a vu, parce que ça vient de lui en fait, ce témoignage, c'est lui qui a sorti ça, avant que les proches, ses amis ne confirment en fait le fait qu'elle était vraiment en dépression et qu'elle sombrait vraiment. C'est son beau-père qui va sortir ce truc en premier lieu. Donc même si sa mère ne l'a pas vu, c'est ta belle-fille, tu l'as vu qu'elle va mal. Chaque jour qui passe, elle va de plus en plus mal. Pourquoi ne pas faire quelque chose? Peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame. Peut-être qu'on aurait pu, que si on l'avait emmené consulter, voir un psychologue ou un psychiatre, ils auraient vu l'urgence psychologique dans laquelle elle était et on l'aurait internée pendant quelques mois, du coup pour son propre bien, et ils auraient peut-être découvert sa schizophrénie pendant son hospitalisation, et peut-être qu'on aurait pu éviter ce drame. Enfin, je sais pas, je sais pas, du coup, je comprends pas pourquoi il a choisi de ne rien faire. Je dis pas que le décès de sa femme, c'est de sa faute, je ne dis pas du tout que ce que Isabella a fait, c'est de sa faute, mais à un moment donné, qu'on arrête de fermer les yeux sur les choses qui sont importantes autour de nous. Surtout quand il s'agit de nos proches. C'est pas parce que ce n'est pas ta fille, même si c'est ta belle-fille, c'est pas parce que c'est pas ta fille que bon, faut que, voilà, c'est pas mon problème. Enfin, je comprends pas cette mentalité. Dans ce cas, tu n'épouses pas quelqu'un qui a déjà un enfant, en fait. Pour moi, c'est ça. C'est tout simplement ça. Mais bon, voilà. Malheureusement, Youn est décédée à l'âge de 47 ans. Qu'elle repose en paix. C'était pas mérité du tout, ce qui s'est passé. Sa fille, je pense que sa fille ne voulait pas lui faire du mal. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle était en train de faire du mal à sa mère. Ce qui a fait que, après le décès de sa mère, ça l'a tellement traumatisée qu'elle est partie dans un trouble dissociatif et qu'elle ne savait plus qui elle était. Du coup, enfin, cette histoire est juste dingue. Donc, pour moi, je vais conclure avec le fait que faut que on fasse attention à nos proches. On fasse attention au moindre changement d'humeur, au moindre changement de comportement. Quand tu dis « Ah, telle personne n'est pas comme ça, c'est bizarre qu'il commence à se comporter comme ça. Je vais creuser un peu plus, Voilà, faut que, en fait, on s'implique dans la vie de nos proches parce que il y a rien de pire en fait que de perdre quelqu'un qu'on aime. Rien de pire. Et je vais m'arrêter là. Donc voilà les amis, l'histoire d'aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. Je pense que la vidéo sera un peu longue. Enfin, d'après ce que je vois, du coup. Je suis désolée si c'est trop long pour vous. I'm sorry. Voilà les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien et faites de bons choix. Bye guys.